Bonsoir à tous et à toutes. Très heureuse de vous retrouver ce soir pour cette nouvelle édition de notre instance santé ce soir qui va être animée par Bertrand qui va nous raconter comment retourner faire des efforts après cette longue période non pas d'inactivité, mais de ralentissement et de patience. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à inscrire toutes vos questions dans l'espace de discussion et on traitera toutes ces questions sans en oublier une à la fin de notre projection. Allez, on a encore un petit peu de monde qui arrive. Voilà, Bertrand, si tu veux prendre la main, Oui. c'est à toi. Alors, bonsoir tout le monde. Je vais essayer de partager mon écran. Voilà, voilà. Hop, c'est parti. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon? Oui, Donc, c'est ce bon. soir, on va parler Oui. assez brièvement d'ailleurs des problèmes du Covid et des conséquences du confinement et puis de la reprise du sport. Je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais je vais commencer la première. Alors, ça ne veut pas marcher, ça, voilà. Ça m'a marché mieux. Donc, le plan, ça va être les effets du confinement et du Covid, hein, conséquences du confinement, conséquences du Covid, comment on lutte contre le déconfinement, même si on arrive un peu après la bataille, là, et puis surtout la reprise des activités après ce confinement et ce Covid. On va commencer juste par quelques bonnes nouvelles quand même, puisqu'on commence à en avoir, hein. La première bonne nouvelle, c'est que l'OMS nous a dit il y a quelques jours que les vaccins étaient efficaces contre les différents variants, ce qui est quand même une extrême bonne nouvelle, puisque quand on est vacciné, on avait peur un petit peu de récupérer les variants indiens ou sud-africains, et en fait, il semble que les vaccins soient efficaces contre ces variants. Donc ça, c'est extrêmement bien, et ils sont très efficaces. Et il y a une étude récente aussi là, sur un des vaccins montrant qu'il y a une efficacité qui est près de 100% chez les enfants. Et puis, comme vous voyez sur ces courbes que j'ai prises aujourd'hui là, sur le site de Covid Tracker, on a une nette diminution des cas positifs de Covid-19, hein, moins 5% en 7 jours. Vous voyez, on retombe sur les taux à peu près du mois de décembre. Et surtout sur les personnes en soins critiques, donc en réa, hein, vous voyez qu'on retombe de façon très importante, presque sous les 3000. Là, on ne va pas être loin des 3000 au week-end. Donc tout ça, ce sont quand même des bonnes nouvelles. On a l'impression que, d'une part, le Covid, l'épidémie est en train de se diminuer. Et puis, l'autre diagramme, je ne vous montre pas, mais c'est qu'il y a une très nette tendance à la diminution des cas de Covid chez les personnes âgées. Et ça, c'est évidemment, ça revient à ce qu'on disait au départ, c'est que les vaccins sont efficaces. Quand on se vaccine, eh ben, on fait moins de Covid et surtout, on fait moins de formes graves. Alors, on va commencer avec le confinement. Pour la plupart d'entre vous, vous avez entendu parler de ce mot-là il y a maintenant un an. Et en fait, ces effets du confinement, en fait, ces effets d'arrêt des activités, hein, c'est quelque chose qui est bien connu en médecine, puisque c'est une des premières choses qu'on apprend, moi, dans ma spécialité en médecine physique, hein, c'est les conséquences de l'alitement prolongé, puisqu'évidemment, on a des gens qui sont lourdement handicapés, trauma crânien, etc. Et donc, on connaît très bien les conséquences physiologiques de ces alitements prolongés, mais aussi tout simplement, quand vous vous faites opérer d'un genou, hein, eh bien, vous avez maintenant un petit peu moins, mais quand on reste hospitalisé quelques jours et qu'on ne peut pas poser le pied par terre, hein, quand on a une fracture par exemple, eh bien, il y a des conséquences aussi de cette inactivité. Et puis, on connaît aussi bien ça sur les lombalgies chroniques. Et puis, quelque chose qui est plus d'actualité, hein, puisqu'on a parlé beaucoup de Thomas Pesquet, ben, c'est aussi la pesanteur. La pesanteur, c'est un confinement. Et même s'ils sont actifs, c'est un confinement qui est lié en fait, à un déconditionnement qui est lié au manque de gravité, ou plutôt à la situation d'impesanteur, comme ils disent maintenant. Donc tout ça, ça entraîne en fait quelque chose qu'on connaît très bien en médecine,
qui s'appelle le déconditionnement à l'effort. Vous avez sûrement entendu parler tous de ça maintenant. Ce déconditionnement à l'effort, vous voyez, il est extrêmement important, hein, puisqu'en cas d'alitement, alors évidemment, on n'est pas alité quand on est confiné, mais on sait que si on est alité, il y a une diminution de force qui peut aller jusqu'à 30% en 15 jours. Vous voyez, la force musculaire diminue très vite dès qu'on est alité. Et puis, évidemment, une diminution du débit cardiaque, vous voyez, c'est quand même 27% en 3 semaines. C'est juste des chiffres, il ne faut pas retenir, mais c'est pour vous montrer l'importance de la diminution des capacités physiques en finalement 15 jours, 3 semaines. Donc, au niveau cardiovasculaire, vous voyez, il y a une nette diminution pour ceux qui connaissent bien la consommation maximale d'oxygène, hein, la VO2 max, mais aussi des conséquences hormonales, des conséquences métaboliques. On utilise moins bien l'insuline, on a un taux de cortisol qui est moins bon. Donc, tout ça, ce n'est pas très, très bon pour la santé. Et au niveau ostéo-articulaire et en particulier musculaire, c'est cette perte de force. Et ce qu'il faut bien comprendre aussi, et ça, c'est pas de la, enfin, c'est de la science, mais c'est pas uniquement pour citer des connaissances, c'est qu'on a dans les muscles, certes, cette perte de force, mais on a surtout une modification structurale du muscle, c'est-à-dire qu'il y a des fibres, il y a plusieurs types de fibres dans les muscles, et certaines fibres se transforment en d'autres fibres qui sont moins efficaces. Et cette transformation est quelque chose qui va traîner et qui va durer dans le temps. C'est-à-dire que même quand on reprend, on ne va pas récupérer la structure musculaire normale tout de suite. Et ça va pouvoir demander plusieurs semaines, voire quelquefois quelques mois. Vous voyez qu'il y a des conséquences importantes quand même là-dessus. Et puis des conséquences neurologiques et psychiques, hein, évidemment. On a peu de chiffres par exemple, sur tout ce qui est psychiatrique, mais on sait que les psychiatres nous alertent sur les conséquences psychique de tout ça. Et puis, malheureusement, on connaît bien le fait d'être confiné. L'isolement, c'est l'isolement social, mais c'est aussi malheureusement le problème des violences familiales, hein, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient psychiques. Donc, ce déconditionnement à l'effort, vous voyez, c'est un cercle vicieux, en fait. Hein, dès qu'on n'a plus d'activité physique, on a tendance à prendre du poids et puis de perdre l'envie de faire des efforts. Cette perte d'envie de faire des efforts, ça entraîne une désadaptation cardio-respiratoire à l'effort. Et puis, ce qui est encore pire, c'est que quand on va vouloir se remettre à l'effort, on va trouver que que c'est douloureux et puis ça demande, ça demande des efforts. Et puis, il y a beaucoup de gens qui se disent, non, c'est trop douloureux, c'est trop difficile. Donc, je reste à faire mon inactivité qui, petit à petit, va s'aggraver. Et c'est un cercle vicieux qui n'en finit plus. Et ça aboutit c'est pour ça que je parlais des lombalgiques tout à l'heure, parce que ça a été étudié pas mal chez les lombalgiques. Ça aboutit à ce qu'on appelle cette kinésiophobie, qui est cette peur du mouvement. Les gens ont peur de faire des efforts. Alors une autre, là on parlait des conséquences physiologiques, mais je suis tombé sur cette étude qui est vraiment très intéressante, en particulier pour tous les pratiquants et les entraîneurs. Vous voyez, en 2012, il y a eu une étude sur la National Football League. Alors football, c'est football américain, hein, parce que c'est aux États-Unis. Ils s'étaient arrêtés de s'entraîner pendant un peu plus de 4 mois, en 2011, alors pour des raisons administratives en fait, hein. Et ils ont constaté, alors que habituellement, les années précédentes, ils avaient 5 ruptures du tendon d'Achille par an en moyenne, et bien dans le mois qui a suivi la reprise, ils ont eu 12 ruptures du tendon d'Achille. Vous voyez, c'est quand même énorme. Et ça s'explique par moindre conditions physiques, moindre force, et puis une résistance des tendons qui sont moins bons, et puis vraisemblablement, c'est un geste technique qui n'a pas encore été récupéré. Donc, vous voyez que c'est pas, quand on dit attention, le déconditionnement à l'effort, il faut être progressif, c'est pas que du discours, hein. Vous voyez que là, on a des études qui montrent que, oui, les blessures, elles peuvent survenir si on n'est pas bien repréparé à nouveau. Alors, un petit focus, juste, je ne vais pas vous réexpliquer ce que c'est le Covid, hein, mais juste quelques petites choses qui sont quand même importantes. Bon, comme vous le savez tous, hein, il y a 10 à 15% des gens qui font une forme grave qui sont hospitalisés, dont 5% nécessitent des soins en réanimation.
Et malheureusement, on est entre 0,3 et 1,5% de décès, mais vous voyez que chez les plus de 80 ans, on est à 8%. Ce qui est surtout intéressant, c'est les formes asymptomatiques, c'est-à-dire les gens qui vont faire le Covid, mais qui ne s'en rendent pas compte parce qu'ils n'ont quasiment pas de symptômes. C'est à peu près entre un tiers et la moitié des cas de Covid. Et quelque chose que dont je n'avais pas trop fait attention, moi, mais c'est que dans la moitié des cas de ces gens qui ne se plaignent de rien, eh bien, il y a des lésions pulmonaires. C'est-à-dire qu'ils se plaignent de rien, mais ils ont quand même des lésions. Ils ont fait la maladie. Et quand on voit des lésions pulmonaires, alors quand on dit lésions pulmonaires, c'est des lésions pulmonaires quand il y a eu des études faites hein, sur des scanners pulmonaires qui montraient bah, que même quand on se plaint de rien et qu'on a fait le Covid, on a des lésions pulmonaires. Donc on a quand même une maladie. Et puis, l'autre chose importante, c'est ces formes prolongées. Vous voyez, 20% des gens qui ont fait le Covid ont des symptômes encore au bout de 5 semaines et 10% à 6 mois. Alors, on a plein de choses, hein, de la fatigue, des troubles neurologiques, des troubles cardio-thoraciques en particulier. Les gens se plaignent de dyspnée. Bon, le trouble de l'odorat, ça, c'est gênant, mais pas tellement pour le sport. Et puis, plein d'autres choses, des douleurs, etc. Mais les deux choses importantes, hein, c'est ça. C'est que même quand on fait une forme asymptomatique, on a quand même des lésions. Et qu'il y a quand même 10% des gens à 6 mois qui sont encore gênés. Donc tout ça, ça a une importance sur la reprise des activités. Juste, je ne vais pas vous rappeler, maintenant vous connaissez par cœur tous les signes de la maladie, hein, en sachant que les signes respiratoires restent les signes les plus importants. Je vous ai juste montré à quoi ça correspond, parce qu'on ne se rend pas toujours bien compte de ce que c'est. Je vous ai mis à droite en haut une radio pulmonaire normale. Vous voyez, c'est tout noir avec le cœur un petit peu au milieu, là. C'est tout noir parce que c'est que de l'air, donc les rayons X, ils passent à travers tout ça et puis ça assombrit la radio. La deuxième, c'est un code Covid, on va dire normal. Vous voyez que ça s'est un petit peu blanchi, hein. C'est comme s'il y avait un petit peu de neige dans ses poumons parce qu'il y a partout dans le poumon des sécrétions, en fait. Et puis malheureusement, le 3, c'est les gens qui sont en réa. Bah là, vous voyez que c'est tout blanc parce qu'en fait, il n'y a plus d'air et il n'y a plus que des sécrétions. Évidemment, pour respirer, c'est beaucoup plus difficile. Alors, comment on fait maintenant pour lutter contre le déconditionnement, même si, heureusement, on arrive à la phase de déconfinement où on va pouvoir recommencer à bouger. Pour lutter contre le déconditionnement, il y a eu beaucoup d'études, hein. Il faut conserver en fait une activité physique générale, donc des activités aérobiques, hein, c'est tout ce qu'on appelle de l'endurance. Il faut aussi travailler sa force musculaire. Et quand on dit travailler sa force musculaire, ce n'est pas forcément des soulevés de la fonte, hein. C'est faire travailler ces groupes musculaires au moins une fois ou deux par semaine. Donc, vous voyez, ce n'est pas des choses très importantes. Tout ça, ça a été étudié. Il faut entretenir sa souplesse, il faut entretenir son équilibre, il faut entretenir sa coordination et son geste technique. C'est ça le plus difficile parce que, évidemment, faire une porte filée sur une barre asymétrique quand vous êtes chez vous, c'est quand même assez compliqué. C'est ça un des gros problèmes. Mais si on a une activité déjà physique générale, c'est déjà, là aussi, ça a été étudié, on a beaucoup moins de diminution, par exemple, de la consommation maximale d'oxygène. Alors, la reprise du sport. Comment on fait? La première étape, c'est qu'il faut évaluer sa santé, hein. Comme toujours, quand on veut faire de l'activité physique, c'est bien d'être en forme et de faire un bilan médical si besoin. Alors, est-ce qu'il faut faire justement un bilan médical avant de renouveler sa licence? Bon, évidemment, quand on a une première licence, on est d'accord, il faut faire un bilan médical, sauf chez les enfants maintenant. Donc, il y a trois cas. Soit on est en bonne santé, on n'a pas fait de Covid, on a réussi à donc lutter contre le déconditionnement à l'effort en faisant ces petites activités physiques. Ben, si c'est le cas, il n'y a pas besoin de bilan médical avant de reprendre ces activités. Le deuxième cas, c'est que vous êtes en bonne santé, vous n'avez pas fait de Covid, mais par contre, vous vous êtes arrêté. Alors maintenant, quand on calcule, hein, depuis le mois de mars, ça fait plus d'un an et en septembre, ça fera presque un an et demi sans faire d'activité physique.
eh bien, il faut s'aider du questionnaire de santé habituel pour le renouvellement des licences. Et puis, nous avons fait au comité olympique un questionnaire spécial Covid qui, là aussi, est fait pour vous aider à prendre la décision de savoir s'il faut un bilan médical ou pas. Je peux y aller directement, d'ailleurs, comme ça sera fait. Vous voyez, c'est une partie de ce questionnaire où on vous demande si vous avez été en contact, si vous avez fait la maladie, si vous avez encore une gêne à l'effort, etc. En fonction des réponses oui et non, on vous dira bah, c'est bien, c'est pas la peine de consulter, ou alors ce serait pas mal de consulter un médecin traitant, oui. Donc ça, c'est pour le deuxième cas. Et puis évidemment, le troisième cas qui est l'antécédent de Covid, qu'il soit symptomatique ou qu'il ne soit pas symptomatique, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, eh bien, ça nécessite un bilan médical systématique. Donc c'est les trois cas de figure. Donc avec ce questionnaire pour le deuxième cas, de toute façon, si vous ressentez le besoin d'avoir un bilan médical, il ne faut pas hésiter à aller voir votre médecin traitant. C'est ça qu'il faut savoir. La deuxième étape, bah, c'est comment on fait pour reprendre les activités physiques. Alors évidemment, tout va dépendre de son état de santé et de sa condition physique que l'on a quand on va reprendre. Hein. Si vous avez réussi à super bien conserver votre condition physique, bah, évidemment, ça va aller plus vite. Mais si vous avez été en arrêt, il faut prévoir à peu près 6 semaines pour reprendre le sport. Pendant les 3 à 4 premières semaines, il faut faire de la préparation physique générale, hein, avec un bon échauffement, un travail plutôt cardiaque aérobique, des assouplissements, du travail de l'équilibre, donc pas de travail spécifique. Et puis au bout d'une quinzaine de jours, on rajoute un renforcement musculaire progressif qui doit être progressif à cause de ce dont on a parlé tout à l'heure, hein, sur l'atteinte et la perte de force qui est quand même assez importante. Et puis, après 4 semaines, on va pouvoir commencer le travail spécifique. On va pouvoir véritablement commencer à monter sur les agrès en gym, par exemple, pour commencer du travail de préparation, mais sur l'agrès. Et puis, au bout de 6 semaines, si tout va bien, on reprend le programme habituel d'entraînement. Donc, vous voyez, il faut entre 1 mois et 1 mois et demi si on a arrêté les activités pour reprendre son sport favori. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Je crois que c'est fini. Oui, on va arrêter le partage. Vous voyez, c'était assez court, mais comme ça laisse le temps un petit peu de poser pas mal de questions. Donc, je ne sais pas s'il y a eu des questions dans les discussions. Alors, il y en a eu quelques-unes qui viennent un petit peu en complément de ce que tu as expliqué, mais c'est bien de le répéter. Question précise, est-il judicieux de faire 6 heures de gym aux agrès par semaine aux gymnastes qui reprennent depuis 2 semaines, même si certaines ont fait de la musculation? Enfin, c'est en fonction effectivement de l'état physique des gymnastes. Mais alors, pour être un peu plus précis, on va dire que vraiment cette année, à la reprise, là, alors que ce soit maintenant et ce sera surtout en septembre, il va falloir être très progressif. Hein, moi, je vous mets en garde vraiment, et il faut vraiment avoir à l'esprit cette étude de la Ligue de foot américaine, hein, avec ce plus du doublement des blessures en 1 mois à la reprise après un arrêt prolongé. Et ça, en gymnastique, c'est particulièrement vrai. Hein, c'est-à-dire que des gyms qui n'auront pas fait de sol pendant 1 an, eh ben, si elles font euh, des impulsions à répétition, ça, je peux vous mettre mon billet qu'il y aura des ruptures du tendon d'Achille. Donc, il faudra être particulièrement vigilant pour la reprise des impulsions. Hein. Mais c'est pour les autres membres, pour les épaules, c'est pareil. Mais les impulsions, ça, alors là, il va falloir faire attention de ne pas faire des répétitions importantes au départ. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant cette reprise ou ce que vous avez pratiqué chez vous ou sur quoi vous vous interrogez par rapport à ce que vous vouliez faire ou que vous n'avez pas osé faire? Là, on est peu nombreux, donc on n'est pas obligé forcément de passer par l'espace de discussion. Vous pouvez intervenir, hein, c'est entre nous là. On est une vingtaine, une trentaine, donc bon, c'est pas trop compliqué à gérer. Bonsoir, c'est Didier là. Allez Didier. Oui, merci pour toutes ces précieuses informations. Moi, je me posais une question. N'y a-t-il pas une antinomie
entre la suppression du certificat médical et toutes les indications fournies par notre médecin, et notamment concernant les attestations de santé, les attestations de santé, des questionnaires de santé spécifiques au Covid, qui vont être remplis par les familles, certainement avec toute la meilleure foi possible, mais peut-être aussi avec plein d'interrogations. Alors, Je ne sais pas si c'était la bonne période. Je ne remettrai pas en cause les décisions du ministère de la Santé, ouais. mais pour supprimer un certificat médical, quand, suite aux indications qui nous sont fournies, qui nous sont précieuses, invite nos pratiquants à se retourner vers le corps médical pour faire un bilan médical. Alors, plusieurs réponses à ça. Oui, effectivement, au niveau du timing, c'est peut-être pas effectivement le meilleur timing possible. Bon, c'est comme ça. C'est la loi, c'est la loi, c'est la loi. Donc, de toute façon, on est obligé de l'appliquer. C'est la première réponse, mais enfin, ça, c'est pas une réponse très, très médicale. La deuxième réponse, c'est que pourquoi ça a été fait? C'est parce que en 2019, je crois, ou même 2018, peut-être bien, il y a eu une réforme aussi des consultations pour les suivis des enfants. Les enfants ont, je ne sais plus, une dizaine ou une douzaine de consultations qui est prise en charge à 100% par la Sécu à partir de leur naissance jusqu'à l'âge de 15 ans, je crois. Donc, ils sont censés être vus régulièrement par leur médecin traitant et le législateur a considéré que ce suivi de l'enfant était suffisant pour dépister des contre-indications à la pratique du sport. Et puis, on laisse, c'est pas la suppression du certificat d'absence de contre-indication, c'est pas brut comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont un questionnaire à répondre, et vous verrez si vous l'avez lu, vous verrez que c'est un questionnaire qui est quand même assez approfondi, il fait 1 page et demie, et je pense que on ne passera pas à côté de choses embêtantes si les gens remplissent correctement et consciencieusement ce questionnaire. Ça pose toujours le problème de ce certificat médical. Est-ce qu'il faut un certificat médical de non-contre-indication ou d'absence de contre-indication au sport ou pas? Moi, pour ma part, à titre personnel, je n'ai jamais été un grand défenseur de ces certificats qui étaient faits sur un coin de table. Et dans ma carrière, je dirais que si j'ai trouvé des contre-indications à la pratique du sport sur 4 ou 5 personnes, ça doit bien être le grand maximum. Donc, vous voyez que l'efficacité ou l'efficience de certificat est quand même très discutable. Et c'est pour ça qu'on a supprimé aussi ce certificat, parce qu'en fait, on trouve pas beaucoup de contre-indications finalement. Et comme les enfants sont bien maintenant, normalement sont censés être bien suivis par leur médecin traitant, c'est pour ça qu'on a supprimé ce certificat. Mais il reste ce questionnaire qui normalement va détecter les problèmes chez les enfants qui en ont. Justement, il y a une question qui dit que le questionnaire va poser problème puisque ce sont les enfants qui sont censés le remplir. Avec l'aide des parents. C'est demander que ce soit l'enfant qui le remplisse. Donc, les questions sont quand même relativement simples, mais avec l'aide des parents, bien entendu. Donc, le questionnaire est jugé comme assez impressionnant. Il est beaucoup plus étoffé que le dernier, évidemment, puisqu'il se substitue à un document officiel. Alors, les réponses aux questions ne risquent-elles pas d'être remplies sur un coin de table par les parents qui répondront non pour faire du sport? On revient sur une autre notion qui me tient à cœur. Moi, j'ai toujours défendu la philosophie anglo-saxonne dans cette chose-là. C'est-à-dire, les anglo-saxons, ils disent aux gens, vous prenez vos responsabilités. Vous voulez tricher, vous en porterez la responsabilité. Et moi, je trouve que c'est bien de responsabiliser les gens qui demandent des licences.
Donc, je suis assez favorable à ce genre de fonctionnement. Avant, c'est le médecin qui faisait ça sur le coin de table, enfin, pas toujours quand même, hein, et qui avait la responsabilité de ça. Maintenant, c'est celui qui pratique qui prend sa santé en main. Et je trouve que c'est une bonne chose. Alors c'est vrai, un enfant de 6 ans ne sait pas lire, donc il faut qu'il soit vraiment Bien sûr. accompagné, mais assez longtemps finalement. Même un ado doit être accompagné pour remplir ce document, si Oui, on oui, veut tout qu'il à fait. soit Oui. répondu consciencieusement. Oui, mais c'est encore une fois, il y a un aspect pédagogique dans ce questionnaire. C'était l'idée, en fait. Hmm. C'était ça. Les questionnaires seront-ils conservés par les associations? Non, comme pour le questionnaire de santé, pour le renouvellement des licences des majeurs, c'est l'attestation qui est donnée à l'association. Alors, dans le questionnaire, bizarrement, ce questionnaire pour les mineurs, il n'y avait pas d'attestation, mais nous, à la fédération, on a rajouté en bas une attestation. Donc, c'est l'attestation que les parents délivrent à l'association. Et simplement l'attestation. Oui. On avait à nouveau une question technique qui était passée entre deux. Le temps de récupération de la condition physique est-il différent selon la tranche d'âge des minimes, des juniors? Est-ce qu'il y a des spécialités par rapport à l'âge des personnes ou des temps Je différents? dirais comme ça que oui, plus on est jeune, plus ça va vite à récupérer. C'est ce Après, il y qu'on a aussi constate en tous ceux, les cas dans les enfants quand ils ont des blessures, des choses comme ça. C'est vrai que plus ils sont jeunes, plus ils récupèrent vite. et puis il y a toujours cette notion de ceux qui ont pu pratiquer en extérieur, qui ont pu se remettre Oui, en activité peut-être un petit peu plus vite, sans pour autant percuter, mais garder une condition physique oui, oui, moyenne, je sais pas. ça c'est vrai que c'est important. Donc c'est pour ça qu'il faut adapter la reprise, hein. Mais encore une fois, il faut faire attention. On n'a pas fait les gestes techniques et c'est sur ces gestes techniques qu'on peut se blesser. Et quelque chose qui est extrêmement important. Alors moi, j'ai vécu ça. Tous les gens qui ont fait un peu de gym en fin de carrière, ils ont noté ça. C'est qu'on peut bien s'arrêter pendant un an de faire de la gym. Vous montez sur la barre parallèle, vous êtes capable de faire un demi-tour, sauf que dans la tête. C'est-à-dire le programme moteur d'une valse, d'un demi-tour, d'un échappe, enfin, ce que vous voulez. Dans la tête, vous l'avez. Sauf que vous n'avez plus la condition physique pour le faire. Et ça, c'est particulièrement redoutable. C'est-à-dire que les gyms qui vont reprendre, ils vont se dire, bah, moi, ça y est, je sais toujours faire. Oui, ils savent faire dans leur tête, mais ils n'ont pas les capacités physiques pour le faire. Et c'est là qu'on peut se blesser. Donc, il faudra, là aussi, pour les entraîneurs, être particulièrement vigilants à ne pas reprendre des gestes techniques que les gymnastes sont capables de faire dans leur tête, mais pas dans leur corps. Du coup, y aurait-il des plaquettes ou des affiches à destination des gymnastes pour une reprise en douceur? Ouais, On on pourrait pourrait imaginer penser à une ça. petite com Ouais, là-dessus, ouais. ouais, ouais. On revient sur le certificat, on fait le grand écart parce qu'on est très bon, hein. Dans la tête, bien sûr, on fait le grand écart. Pour les Ouais. majeurs, le certificat est-il toujours valable 3 ans et devons-nous, pour la reprise, leur conseiller cette année de consulter, même si on n'est plus au terme des 3 ans? Bah, il faut s'aider du petit diaporama que je vous ai fait des différents cas. D'accord, En voilà. sachant que, encore une fois, si le pratiquant il a un doute, eh ben, il peut consulter son médecin traitant. Personne ne Mais on est resté sur l'entraînera une rigueur. fréquence des certificats majeurs, du coup, 3 ans, tous les voilà. 3 ans. Ouais, Voilà. Et c'est toujours la loi. il est ajouté pour la reprise que oui, il y a en plus la croissance exponentielle des ados qui peut majorer le risque de blessure avec une reprise un Oui, petit peu plus dynamique. ouais. Pour l'avoir vécu, c'est sûr que quand ils retournent dans les salles de sport, ils sont un peu enflammés quand même, hein. Donc, ils ont envie de retoucher et tout. Et c'est vrai que des fois, le corps n'est pas au courant de ce que la tête avait prévu. Mais il Ouais, n'y a pas qu'en l'adolescence, gym. là, quand ils font leur pic de puberté, leur pic de croissance, ça, c'est un autre problème, ça encore, c'est que c'est le moment où ils sont le plus fragiles et c'est le moment où, puisqu'ils ont pris chez les gars en particulier, mais chez les filles aussi, puisqu'ils ont pris de la force, etc., on commence à leur faire des choses beaucoup plus dures. Alors, c'est la période où il faudrait au contraire calmer parce que c'est là qu'on est le plus fragile. Ça, c'est compliqué à faire comprendre. Oui. Pour les stages de reprise cette année, il faudra quand même être super vigilant et faudrait qu'on informe les entraîneurs quand même que là, on va déjà
déjà, malheureusement, on a tendance, dans les reprises, dans les stages de reprise, à foncer comme des malades et en faire le plus possible parce que c'est la rentrée, donc il faut qu'ils en bavent au départ. Alors là, je pense qu'il faut faire encore, être beaucoup plus vigilant et aller beaucoup plus progressivement. On ne pourra pas faire un stage de reprise comme on faisait les années précédentes. Oui, donc il faut qu'on voit, nous, au niveau de la fédération, si on Oui. peut préparer des petites choses en com. Mm. Alors, à diffuser rapidement, je vois là la demande, c'est vrai, les animateurs pensent déjà aux compétitions. Ben oui, le mécanisme, là, s'est remis en route aussi, mais ça pourrait s'arrêter très vite si le pourcentage de blessures venait perturber de façon importante et dans la durée, ce retour au sport, Ah, en il fait. faut peut-être qu'on pourrait réfléchir aussi pour ne pas faire de compétition trop vite dans l'année. Bon, alors je ne sais pas si les personnes Pardon, concernées excuse-moi, par de ce ne type pas de faire de réflexion, compétition. trop Pas vite, trop précocement dans la saison. trop tôt. D'accord. Après, ça dépend quand est-ce qu'on reprend et comment on reprend. En Oui, fait, c'est la façon de reprendre qui est déterminante dans la on va reprendre longévité. normalement. Oui, mais il y en a qui reprennent au 15 septembre, il y en a qui reprennent au 15 août, il y en a qui Oui. reprennent déjà et qu'il y en a qui se sont dit qu'ils n'allaient pas arrêter. J'ai entendu des gens dire, bah, nous, cet été, on continuera si les enfants sont là. Donc, c'est bien. Par contre, il y a quand même de la vigilance à apporter et on doit peut-être, nous, à encourager cette vigilance qui va au-delà de la bienveillance. Oui, les dates sont déjà annoncées, c'est vrai. Maintenant, ce qu'il faut faire comprendre, et ça c'est très difficile, c'est qu'on n'est pas obligé de remettre les gens, mais là, je dis un truc ingérable, dans le niveau qu'on avait pensé les mettre quand on s'est arrêté en mars 2020. Mais ça, c'est un autre débat. Les dates sont déjà connues, les rendez-vous sont Oui, déjà bah connus. oui. Mm. Ce qu'il faut arriver à faire comprendre en asso, et c'est difficile, c'est qu'il est toujours intéressant d'inscrire les jeunes là où ils sont capables d'aller et là où on pensait qu'ils iraient. Ce sera la pensée philosophique du soir. Voilà quoi. Mais c'est important, hein. Alors, Michou qui nous dit le souci des médecins qui disent voir de moins en moins d'enfants, et alors que le certificat médical pouvait provoquer une visite, ce que lui aurait dit son médecin, lui, du coup, qui Et se je parle plaindrait. pour les ados et pour les problèmes de scoliose et tout ça. Tu vois, Ah oui, donc la croissance, là, pour le coup. je parle voilà, pour les âges. Mm. Du coup, oui, il y a cette visite-là qui aurait pu servir de détection, en fait. Oui, mais bon, c'est des choses qu'on discute tout le temps. Normalement, il y a un médecin traitant et il faut que le médecin traitant voit les enfants régulièrement, Oui, ce voilà, qui est le cas normalement, normalement. on est censé les amener régulièrement, mais malheureusement. Ben oui, oui, mais enfin là, maintenant, on a mis sur pied quand même, il y a eu une avancée là-dessus, un suivi systématique de l'enfant qui est pris en charge à 100%. Alors, on peut même pas dire ça coûte cher, etc. Oui, Après, si les parents amènent pas les enfants, ben ça, on ne peut pas aller les chercher par la main, c'est sûr. oui. Mm. Il est écrit, oui, de ne pas amener les gens à faire un programme technique. Là, je vois des programmes de gym, des degrés qu'il faut retarder le plus longtemps possible. Mais oui, mais c'est vraiment difficile. Et oui, parce que c'est vrai, mais c'est vraiment difficile de faire descendre ces infos en salle, hein. On le sait. Et tous ceux qui sont en gym sur cette visio seront capables de me le confirmer. Et là-dessus, il faudra qu'on soit peut-être, ben, qu'on soit plus force de communication. Mais après, c'est dans les assos, et dans les départements, parce que la région, c'est loin encore, d'amener à cette vigilance et à cette bienveillance de prudence, en fait, sur le fait de ne pas encourager une pratique trop intense, trop vite, avec l'envie, parce qu'on a l'envie, hein, mais comme disait Bertrand, bah, si le corps n'a pas encore été au courant de ce qui allait se passer, il pourrait se désolidariser de l'intention. Elle n'est pas mignonne celle-là aussi. Oui. Et du coup, eh ben, on retrouve hein, Myriam, on retrouve des gens blessés et pour qui la saison, ben, elle va être ou compromise ou totalement interrompue. Mais c'est difficile, hein. Moi, je le sais parce que je suis en salle, donc je sais que c'est difficile parce qu'on est tenté. Oh, Mm. ben, ça se passe bien, ben, on va plus loin. Et en fait, on se lâche un peu, quoi. C'est très regrettable. Oui, dommage qu'il y ait peu d'animateurs. Maintenant, il faut savoir que ça, c'est téléchargeable, hein, puisque l'émission est enregistrée, n'est-ce pas? Comme à la télé, il y a du replay, comme à la télé. Par contre, contrairement à Netflix, c'est gratuit. Donc, n'hésitez pas à récupérer le document de Bertrand et de vous l'approprier. Et oui, Monsieur Blanc.
Et du coup, vous pourrez aussi le rediffuser, enfin, le transformer aussi avec vos possibilités de communiquer dans votre environnement, quoi. Parce que quelquefois, un document comme ça en soutien, bon, on ne l'emmène pas à la salle, hein. Par contre, on peut intervenir. Même moi, je me dis que peut-être déjà dans la reprise, on est allé un peu loin parce qu'on se sentait un petit peu léger et du coup, voilà. On a l'impression que c'est simple en fait parce que comme dit Bertrand, la forme revient, enfin ça se passe bien et puis il suffit d'un pied qui se met mal parce que l'information n'est pas allée jusqu'au bout et c'est fini. Je crois qu'il y aura beaucoup d'abandon en gym chez les jeunes majeurs. Alors, les majeurs ont été particulièrement pénalisés, il faut le dire quand même. C'est sûr que se retrouver à 18 ans et demi en dehors de la maison, salle de gym, ça a été violent parce qu'il y a une incompréhension de dire mais pourquoi celle qui a 6 mois de moins, elle peut rester? Il n'y avait pas ce sentiment d'être différent. Donc il est possible que oui, dans beaucoup de sports d'ailleurs, hein, il n'y a pas que la gym qui sont représentés là, et surtout les sports d'intérieur, parce que je ne sais pas si au foot, comment vous avez géré la séparation majeur-mineur, comment ça s'est passé par exemple pour ces activités extérieures? C'est-à-dire que la ville a ouvert les stades le samedi pour que les majeurs puissent aller s'entraîner sans D'accord, contact. Donc d'accord. c'est depuis le mois de janvier. Donc là, on n'a pas repris le championnat puisque c'est interdit, hein. D'accord, oui, mais on peut quand Mais ils même se peuvent quand retrouver même pour jouer. On s'entraîner, peut sans s'entraîner. contact. Mais Il n'y a pas de et pour compétition. les mineurs, dans le cadre des périscolaires, on a pu recommencer au niveau du périscolaire, dans le cadre des locaux qui étaient à Oui. l'extérieur. Donc, tout ce qui a pu se pratiquer dehors a pu permettre aux Ouais, majeurs ouais. d'avoir un peu de lien. Mais là, on peut reprendre que le 9. Mais on ne reprendra pas de championnat. Parce que Ah faire ben un non. championnat en 4 semaines, alors qu'on n'a fait que 4 matchs de cette saison, ça Mm. ferait 8 matchs sur 20, ça fait pas beaucoup. Donc Après, on peut. on fera sûrement un plateau pour le 26 et 27 Ah juin. ben voilà, plateau de fruits de mer. Nous, Non, on mais c'est fera vrai que ça permet de la cohésion ouais, aussi. nous, on fera un plateau pour les écoles, pour les petits, et un plateau Mm. pour les vieux. Pour les vieux, j'en connais Mais les pas. seniors, c'est vieux chez nous. Ah, pardon. Ah ben, je Après ne 20 connais ans, ils pas. sont vieux, hein. Dans le sud. Oui, Mais c'est vrai que ça peut être aussi une reprise sous le signe de la cohésion, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de projet de match ou de rencontre, il y a aussi oui, le projet de oui. se retrouver. Ben oui, voilà. Et ça peut faire du bien quand même, hein. Pour reprendre contact et puis Petit en aparté, parler où de est-ce la qu'on saison prochaine, hein. Oui, bah oui. Où est-ce qu'on retrouve le document? Donc sur le site, bandeau bleu communication, communication webinaire, webinaire, tout est là. Ouf, tu la connais par C'est- cœur, celle-là, non? Pardon? Tu la connais par cœur, celle-là, de Bah phrase. oui, oui, j'ai révisé toute la journée. Il est certain que la génération des 18 ans et plus a été malmenée, c'est vrai. Plus de sport, plus de cours, pas de vie étudiante, grande solitude. À nous peut-être de majorer cette cohésion. Ben oui, c'est vrai qu'il y a des initiatives, je ne sais pas, dans certaines assos, on envisage des journées de cohésion sur une activité autre peut-être que un club de gym qui va faire de la gym, les emmener un peu en extérieur pour retrouver un petit peu le plaisir parce que il est possible que ces populations-là ne se réinscrivent pas parce qu'ils ont perdu pas l'idée de l'activité, mais l'idée du plaisir de l'activité partagée et associée à d'autres formes de solitude, oui. Le souci, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que s'ils arrêtent une activité à laquelle ils étaient très attachés, ben, quelquefois, ils vont peut-être faire rien. Donc, il y a une vraie démarche, là, peut-être, dans les assos, à essayer de trouver des moyens de mobiliser ces jeunes adultes hein, qui ont un peu morflé quand même. Je pense qu'on se sent plus touché à 18 ans, 12, 25, 28 qu'un adulte de 45 ans qui sait qu'il est dans les majeurs depuis un moment. Mais ceux qui sont encore à proximité et qui ne se considèrent pas comme des pratiquants d'activités voilà, autres, ont été, enfin moi je l'ai constaté dans mon asso que ces jeunes majeurs-là étaient très affectés, quoi. Ben, bien. Docteur, ah, c'est à toi ça Bertrand. Y aura-t-il une prévision d'activité physique adaptée pour les personnes ayant eu la Covid qui sera présentée? Ah oui, une prévision d'activité présentée par la FSCF. Activité physique adaptée pour personnes ayant eu la Covid. Alors, c'est des choses dont on entend parler, effectivement. En fait, l'activité physique adaptée, elle s'adapte non pas aux maladies, mais aux possibilités des patients. Elle est adaptée à l'état physique des patients.
les personnes qui ont fait la Covid ou le Covid, puisqu'on peut dire les deux, qui ont des séquelles, en général, c'est des séquelles respiratoires, eh bien, ils sont dans le groupe des gens qui ont des séquelles de capacité respiratoire et ils sont traités comme tels, tout simplement, dans le même groupe que les maladies des malades qui ont une bronchopneumopathie chronique obstructive, qui ont un asthme, etc. Donc, c'est toujours intéressant. Enfin, on en a discuté l'autre jour avec le CREPS des Pays de la Loire, là où il se posait la question. Et la plupart des médecins et des gens qui s'occupent de ces activités physiques adaptées raisonnent toujours en maladie, alors qu'il ne faut pas raisonner comme ça. On traite des gens qui ont des séquelles de maladies respiratoires. Le Covid rentrera dans cette catégorie-là. Il n'y a pas besoin d'inventer une nouvelle activité pour les Covid. C'est le principe même de l'activité physique adaptée que l'on défend à la FSCF, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de l'activité pour un diabétique, pour un obèse, pour quelqu'un qui a fait un infarctus, mais on fait une activité physique pour quelqu'un d'ailleurs, ce dont je viens de parler, ça peut être la même personne. Il peut avoir tout ça en même temps. Donc on s'occupe surtout des conséquences physiques de ces maladies et qu'il faisait le Covid ou qu'il soit... qui est une maladie pneumologique, c'est pareil pour nous. Donc, ils sont pris en charge de la même façon dans nos programmes santé de la FSCF. Et ça veut peut-être aussi rejoindre ce que tu dis souvent, Bertrand, c'est qu'il ne faut pas attendre. Enfin, l'activité adaptée ne concerne pas que des personnes ayant des pathologies lourdes. Ah non, non, bien sûr. Voilà, c'est pas sectorisé, c'est pas stigmatiser des populations de là je peux y aller, là je peux pas y aller, comme tu viens de le dire. L'activité physique adaptée, je dirais presque que c'est un pléonasme. C'est-à-dire que quand on fait de la gym, on fait de l'activité physique adaptée au niveau de gym de ton pratiquant. C'est toujours adapté. Quand il y a des soucis, etc., c'est parce qu'on ne fait pas, on met quelqu'un dans un groupe de niveau, on fait des groupes de niveau. C'est pareil dans l'activité physique adaptée. On s'adapte aux capacités physiques du pratiquant, qu'il soit enfant ou qu'il soit quelqu'un qui a une maladie chronique. C'est la même chose. Il y a des spécificités qui sont liées à ces maladies, mais sinon, c'est la même approche. Tu t'adaptes toujours aux capacités physiques de ton pratiquant. Et si on faisait ça tout le temps, il y aurait sûrement moins de blessures. On voit bien que sur des championnats, il y a des gens qui font des mouvements alors qu'ils ne sont pas capables de les faire. Je pense au tsouk, au saut de cheval, par exemple. C'est le J'étais meilleur sûre que tu allais exemple. le dire. On était côte à côte S'ils se quand font il a mal, fait c'est le parce qu'ils ne sont pas capables de le faire, c'est tout. Ils ne sont pas adaptés à leur mouvement. Donc le principe est le même tout le temps. On avait eu cette discussion, Bertrand, et même que tu avais dit on devra mettre une pénalité à celui qui se blesse. Et c'est vrai. C'est vous dire, hein, on était énervés. Non, On c'était devrait le donner délire, une ça. pénalité. C'était pas pour celui qui passait, mais c'était pour dire à l'entraîneur ou au cadre, mais comme il n'était pas prêt, tu n'aurais pas dû le faire passer, donc il aura des points, moi. Parce C'est qu'on ça, c'est comme sentait. les médecins, c'était comme les médecins chinois dont dit-on qu'ils n'étaient pas payés quand le patient était malade, mais ils étaient payés quand il est en bonne santé. Là, c'est pareil. Voilà. La pédagogie, docteur Rousseau, la pédagogie. Je voulais rebondir sur l'idée des majeurs, là, qui est quand même un sujet fort. À l'occasion de FSCF, en fait, rien n'empêche d'avoir, non pas mettre les majeurs et les mineurs séparés, mais d'être plus sensible au fait de regrouper cette population par des choses, alors je ne sais pas, vous avez de l'imagination, mais de les sensibiliser, enfin, de faire en sorte que ces personnes-là soient plus que d'autres concernées par cet événement, parce que c'est à l'occasion de cet événement qu'on peut recréer un moment convivial, repartager des chips, par exemple, ou des jeux, ou des choses comme ça. Et c'est sûr que si on les ramène dans l'association en fin de saison, on a quand même plus de chances de les voir revenir en septembre que si on les revoit éventuellement après le 9 juin, ou plus du tout, parce qu'en fait, ils ont décroché. Alors le fait peut-être de penser à les réinviter personnellement au lieu de faire passer de bouche à oreille en disant il y a un truc, on aimerait bien que tu sois là, on compte sur vous. Enfin, des fois, aller chercher les gens, c'est un tout petit effort, mais c'est un grand retour, quoi. On va repêcher des gens qui finalement avaient un peu décroché.
s'étaient un petit peu éloignés et puis qui ne pensaient pas qu'on aurait pensé à eux. Ça peut être l'occasion d'en récupérer quelques-uns. Si on fait 50 messages et qu'il y en a 10 qui reviennent, ben, c'est 10 qui seront contents, voilà, ou qui pourront dire aux autres, je suis retournée et ça m'a fait du bien, quoi. J'étais contente d'y aller. Oui, Myriam, l'animateur s'adapte aux pratiquants et non le pratiquant qui doit s'adapter. Ouais, c'est comme la fédération s'adapte aux associations. Voilà. Pourra-t-on télécharger les attestations médicales adultes et mineurs? Tout ça, ça sera dans les consignes administratives de l'année De prochaine, rentrée. là, qui devraient être partis ou qui vont partir incessamment. Ah, elles On sont les a parties, reçus, donc. on Elles les a sont même reçus. arrivées. Donc, les responsables d'associations, vous avez tous ces documents que vous pouvez mettre voilà, sur vos sites ou faire circuler le plus possible pour informer les… Et c'est arrivé dans les CD et les Dans les CR, hein, c'est pas comités, les je pense. Ah, dans les comités pour commencer, Ouais. d'accord. Donc après, ça va être relayé un petit peu plus On doit loin. adapter les prix en fonction après. Ah ben oui, donc là, il y a une étude Donc, il va approfondie falloir donner le prix de base, parce qu'on meurt de là. réajustement financier avec l'inflation et tout le reste. Mhm. Mhm. Mais bon, vous avez déjà des éléments qui vous permettent vous-même déjà de vous familiariser avec le document et pouvoir répondre aux questions. Et puis, bon, les éléments d'explication qu'a fourni Bertrand de pourquoi ça a Oui, été oui. fait. Alors après, on adhère ou on n'adhère pas, mais il y a quand même une explication. C'est pas, tiens, cette année, on va faire ça, puis l'an prochain, on changera. Enfin, c'est pas impossible non plus. Mais On a choisi la fédération, je dis ça parce qu'on a des mails qui nous reviennent en particulier de la FFG qui demandent à tous ces pratiquants élites et performance un certificat médical. On a choisi de respecter la loi scrupuleusement. Voilà. D'autres fédérations vont plus loin que la loi. Nous, on a choisi de respecter la loi, tout simplement. et du coup, il est précisé que la lettre info qui a été transmise aujourd'hui comportait le lien qui renvoyait vers les consignes administratives. Donc, les associations qui lisent, qui reçoivent et qui lisent l'infolettre ont les éléments normalement, mais elles sont aussi retrouvées sur le site. Vous savez, on en a parlé souvent que même avec l'infolettre, avec le site et tout, on avait encore, à notre grand regret, des associations qui n'arrivent pas à l'info, soit parce que l'infolettre est envoyée à une personne qui ne fait pas circuler, soit parce que autre chose, j'en sais rien. Et on a même développé, vous l'aviez vu, des pages Facebook pour essayer d'aller encore dans un autre environnement de pratiquants. Mais bon, c'est vrai qu'on se voit reprocher régulièrement, hein, et il n'y a pas de réponse, qu'il manque encore des réseaux. Mais là, je ne sais pas, on n'a pas d'idée encore. On l'avait suggéré. S'il y a des gens qui ont des idées pour nous donner d'autres moyens de communiquer que ceux qui sont utilisés actuellement, ben, on est preneur, quoi. Après, l'infolettre, si l'adresse, je vous donne un exemple, mais ça va peut-être changer avec Adagio, si l'adresse recensée dans Lolita n'est pas tout à fait bonne ou ne couvre qu'une personne ou n'a pas été rafraîchie, ben, l'infolette, elle va toujours à là où elle a été déclarée il y a 10, 20 ans, peut-être pas 20 ans, mais 10 ans. Et ça peut poser un problème d'acheminement, par exemple. Donc bon, il faudra penser à réactualiser tout ça. Et surtout quand vous entendez des gens où vous-même n'avez pas tout reçu, ben, n'oubliez pas de nous le faire savoir et on vérifie le mode de communication et on vérifie les éléments pour voir si on a tout bon, quoi. Mais c'est vrai qu'après, bon, on nous dit que sur le site, c'est moins pratique, mais on peut taper un mot-clé, on peut… Là, vous êtes incollable sur retrouver les webinaires, ça fait plusieurs fois que je vous le dis, et puis moi-même, d'ailleurs, je m'y retrouve mieux, et du coup, c'est bien. Et puis plus on y va, hein, c'est comme la voiture, hein, on a le permis, puis c'est en conduisant qu'on apprend à conduire. Oui, celle-là, elle était moyenne. Reçu ce soir, oui, bah parfait. Donc tout le monde est au top niveau des éléments. Vous allez pouvoir cogiter longuement toute la soirée sur le questionnaire médical. Et puis surtout, voilà, être prêt à le communiquer aux associations. Parce que ce qui est difficile après dans le mode de com, c'est que si on commence à le communiquer en disant que ce n'est pas une bonne idée, bah, ça va être difficile de les recevoir. Donc bon, il faut toujours faire semblant de trouver ça bien et dire que voilà. Parce qu'après, dans les associations, pour les licences, c'est un document, enfin, pour la pratique, c'est un document indissociable. Alors, c'était plus simple, hein, de remettre un certif, même s'il y en a qui n'arrivaient jamais à avoir des rendez-vous avant décembre. Mais là, il faudra quand même le récupérer pour pouvoir avoir des pratiquants qui soient en droit ou en condition de pratiquer. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant ça ou d'autres sujets? Parce que voilà,
on a le droit de déborder, hein. Enfin, si on peut répondre. Moi, j'ai une question. Oui. Quand Bertrand tout à l'heure a dit les asymptomatiques, donc asymptomatiques, tu sais pas que tu as eu le Covid. Il y a moyen de savoir finalement si on l'a eu ou si on l'a pas eu. J'attendais cette question. Oui, quand on dit asymptomatique, bah forcément, c'est ceux qui se sont fait tester, hein. Eh oui. Les autres, on ne le sait pas, évidemment. Là, il n'y a pas moyen de le savoir. Enfin, si, il faut faire un test, mais... Oui, les asymptomatiques, c'est ceux qui ont fait le Covid et qui ont été testés positifs, évidemment. D'accord. On peut aussi, les autres, bah, on ne le sait pas. mais si on le fait trop tard, il y a encore des signes au niveau pulmonaire, par exemple, ou au niveau sanguin. Oui. Il y a une charge virale. Oui, le test est reste assez positif à un longtemps. certain nombre de mois, je crois. Ouais. Donc, si on a Au niveau raté, sanguin, hein, puis au niveau... oui, au niveau sanguin. ouais. Si on a raté, si on n'a pas fait de test à un moment parce qu'on n'a pas senti la maladie, il se peut que quelques semaines ou mois après, par un test sanguin, on ait une réponse. Je crois qu'il ne faut pas non plus compliquer trop les choses. Non, mais il faut avoir une raison de une bonne raison de le ouais. faire. Sinon, c'est-à-dire que tant pis, hein. les gens qui vont se faire tester et qui sont asymptomatiques, en fait, vraisemblablement, ils ne sont pas complètement asymptomatiques. Et s'ils se font se tester, c'est parce que justement, ils se plaignent de quelques petites choses. Si vraiment on n'a rien, on n'a rien, quoi. Je crois qu'il ne faut pas chercher les ennuis. Oui. Alors, j'ai une petite interrogation. Là, il faudrait peut-être faire un test sérologique avant de se faire vacciner. Non. Non. C'est une question qui est posée pour d'autres vaccins aussi. Je pense que ça ne vaut pas le coup, non. Et justement, pour la FSCF, en fait, il peut y avoir des animations en intérieur. J'entends peut-être des démonstrations dans un gymnase. Comment doivent être équipés les pratiquants à ce moment-là? Est-ce qu'ils doivent être tous masqués? Ou est-ce qu'il faut leur dire d'aller tous Le masque est conseillé, sauf pour des activités intenses. Donc, je prends un petit gala de gym. Alors, je dis petit parce qu'il ne va pas être long, puisqu'on considère que les personnes ne sont pas trop en état de faire de la performance, mais ça peut être des chorégraphies, ça peut être des choses comme ça. Est-ce que les pratiquants doivent conserver le masque pendant toute la durée de la prestation? Et j'ai même entendu, est-ce qu'il faut carrément leur dire d'aller se faire tester avant? Ça va remplir les pharmacies. Ah ben, je vous répète, hein. Du coup, qu'est-ce qu'il y a? Non, si on fait une activité où tous les gens supportent sans aucun problème le masque, eh ben, il faut porter le masque. Si ça pose des problèmes aux pratiquants d'avoir le masque, on a le droit de l'enlever. Mais plus on porte le masque, moins on se contamine. Surtout pour moins les on autres. contamine les autres. Et du coup, on enlève le masque, on prend un bain de gel et hop, on revient. Hier soir, on préparait justement cette journée. Et d'ordinaire, en fin de saison, comme ça, on fait des petits pots avec les parents. Les parents amènent par exemple le sucré ou le salé. C'est une manière de partager, surtout, voilà. Mais là, on se posait la question, on ne peut pas le faire. Vaut mieux pas le faire. Je n'ai pas entendu bien la question. Alors, est-ce qu'on peut partager un petit temps de convivialité avec des parents qui amènent des choses? Voilà. Le fait d'amener. Il faut respecter le protocole des hôtels, cafés, restaurants, que je n'ai pas en tête vraiment, mais normalement, pour l'instant, c'est assis, pas plus de 6. Oui, mais voilà. la nourriture, tu voulais dire, Michou? Oui, par exemple. Est-ce que quelqu'un peut amener un gâteau et est-ce qu'on peut le partager? C'est un petit peu ça? Je pense qu'il vaut mieux pas, mais bon. C'était autant dire si c'est bien ou pas, ou s'il faut encore attendre. Ou Oui. On se posait la question. On peut se contaminer par la nourriture, mais enfin. Alors que par l'alcool, non. Enfin, je ne dis pas ça. Voilà, c'est différent. J'évoque. Il vaut mieux pas trop partager la nourriture pour l'instant. Voilà, donc on est resté sur un pique-nique que tout le monde amènera. Chacun amènera son pique-nique. Chacun amènera ses chips, c'est la fin. C'est le commencement de la fin. Il y en a qui se sont mieux passés. Et des nouilles. Voilà. Allez, un plat de nouilles chacun. On ira, manger de la tartiflette, là. Je sais que dans le Dauphiné, ils font des grandes plâtrées de tartiflette. Il n'y a pas de problème. Puis de ce temps-là, ça sera supportable.
Mais c'est vrai que dans ces moments de convivialité, pour le moment, on ne peut pas… Oui. Bon. Maintenant, Faut faire est-ce que sur attention. les… Ben voilà, mais est-ce que le 26 et 27 juin, on peut envisager des espaces comme ça aussi, des repas partagés? Est-ce qu'il faut penser à faire bien des parts individuelles pour essayer de trier? Je ne sais pas, on pourrait faire, alors vous ne savez pas, mais on peut faire des galettes saucisses, par exemple. Je vous donne une idée, hein. Voilà. Préparer le sandwich qu'on donne directement au… Ah ben oui, le sandwich, on ne peut pas le confectionner nous-mêmes pour le moment, sauf de mettre des gants peut-être. C'est par exemple faire griller une chipot dans du pain fermier. Oui. Les situations quand même les plus contaminantes, c'est les gâteaux apéros, c'est les choses comme ça. Hein. Ça, c'est moche quand même. Hein. Le gâteau apéro, c'est convivial. Hein. Tu fais un barbecue, tu crames tout, quoi. Ça y est, une autre suggestion. Ou alors, il faut que chacun amène son petit paquet de gâteaux apéro personnel et mette son nom dessus. Et du coup… Comme pour les gobelets, tu mets ton nom dessus. Comme pour les gobelets, chacun vient avec son petit sac. Comme ça, chacun a les gâteaux apéro qu'il aime. Mais il paraît qu'il y en a qui se soignent au pastis. Ah oui. Non, bah nous, là, on ne veut pas savoir. Là, on rentre pas. À moins que le docteur Rousseau ait une préconisation par rapport à l'anis. Non, je ne suis pas le professeur Raoum. Ah, c'est pas la même coiffure déjà. Moi, je pense qu'il ne faut pas effectivement piocher les mains dans le paquet de chips. À la limite, un gâteau, à mon avis, peut être partagé par quelqu'un comme une buvette et puis distribué par quelqu'un qui a des yans, etc. Puis les gens partent avec leur morceau de gâteau. Je ne sais pas si ça faisait partie de la question, mais ça, à mon avis, c'est jouable. C'est que les gâteaux viennent un peu de plusieurs familles, si vous voulez. Ah oui, d'accord. Est-ce que le gâteau est porteur en Oui, lui-même? d'accord. Ah oui, ben, on ne sait pas, oui. Ben, on sait pas. Non, mais c'est bon, c'était la question, puisque bon. Il y a un petit risque, oui. Donc, chacun amène son gâteau. Voilà, et on en est là. Il faut s'adapter. On peut se retrouver, mais dans des modalités un petit peu différentes. Et dehors. On donnera, l'association préparera le gâteau, tout simplement. Ça affecte même les préparations culinaires. On n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Mais ça va s'arranger. Oui, c'est en train. Voilà, c'est en train. Ça, c'est plutôt une bonne… Dans les bars, on sait qu'il y a… Quoi qu'il y a… Ah oui, c'est intéressant. Oui. Bon appétit, bien sûr. Il y a plus de 5 urines différentes dans les cacahuètes. Oui, c'est une partie très intéressante. Je préférais la partie sur le pastis, moi, mais bon. Après, il faut le savoir, ça évite peut-être de mettre sa main dans les cacahuètes quand on va… Voilà. Donc, après les chips, je vous recommande d'éviter la cacahuète au bar. Hein? Voilà. C'est important. C'est pas bon pour la santé, la cacahuète. Ah, ben voilà. Ça, je savais qu'un homme raisonnable allait nous remettre dans le droit chemin. Je n'ai pas osé, dit l'autre. Pour nous, vive la chartreuse. Ah bah ça y est, dès que c'est un peu alcoolisé, mais c'est aussi des plantes, hein, la chartreuse. Il faut aussi penser aux bienfaits des plantes. Mais tout seul. Bon, en tout cas, je crois qu'on a quand même appris un certain nombre de choses, mais de recommandations et de préconisations, et sur lesquelles on a tout ce rôle aussi de communiquer. Comme vous le savez, le bandeau bleu. Hein, et puis, bon, j'ai noté quand même, on reverra avec Bertrand si on a… Voir avec le service communication, qu'est-ce qu'on peut faire pour… est-ce que c'est sur le pack de rentrée ou est-ce qu'il faut le faire avant? J'en sais rien. On va en rediscuter pour essayer d'alerter, de sensibiliser au fait, pas trop vite, quoi. Pas trop fort, pas trop vite. D'habitude, c'est plus haut, plus fort. Puis là, ça ne sera pas trop. Oui, mais pas trop. Il faut qu'on trouve un petit… Non, pas trop, en 2 mots, bien sûr. Vous l'avez, celle-là? Vous l'avez? Non, pas trop. Merci. Je vais être fatiguée, moi. Et du coup, je vous rappelle le programme qui arrive pour le mois de juin, parce que la fête est finie, mais pas tant. Hein. On a donc la semaine prochaine un webinaire sur le règlement spécifique organisateur qui sera animé par Antoine Deltour et Richard Margot. Ne ratez pas. Nous aurons ensuite des informations sur les assurances et la possibilité de poser des questions en amont sur l'aspect juridique. Donc, vous serez sollicité pour toute question qui pourrait avoir une réponse en présence de notre juriste Stanislas. Nous aurons une spéciale dédicace éveil de l'enfant parce qu'on a vu qu'il y avait encore des petites choses à repréciser sur les histoires de moins de 6 ans, plus de 6 ans, que je te prends une licence, mais il a que 5 ans. Enfin bon, quoi, faut quand même qu'on se recale là-dessus. On aura également une spéciale dispositif de rentrée, c'est-à-dire la carte passerelle, le passeport, le passe culture,
On reparlera peut-être encore de la modification du certificat médical. Autant d'informations qui, si vous les avez en amont, vous pouvez les décortiquer, vous pouvez vous familiariser et être en capacité de les, parce que les clubs vont les avoir, mais de les commenter et puis ou de poser des questions sur comment je rentre dans la carte passerelle, comment je vais faire fonctionner le passeport dans mon asso, comment je vais pouvoir communiquer sur ce dispositif. Et on aura encore un dernier webinaire le 1er juillet, je crois, ça ne s'arrête plus, sur la commission Histoire et Patrimoine, comment conserver ses archives. Et ce n'est pas un séminaire sur la congélation, attention, je vous le précise, là, elle est moyenne. Voilà. Donc, sinon, le plaisir de vous retrouver, j'espère, le plus vite possible. Et je voulais terminer, moi, en vous disant, en accord avec Bertrand, que ce qu'il y a encore des notes positives, c'est peut-être d'aller marcher en forêt, c'est de profiter du plaisir de se retrouver, c'est de rappeler l'importance de tous les liens qui jouent tellement sur nos humeurs et sur notre santé. C'est mettre de l'humour dans son quotidien, j'ai essayé. Et puis de toujours voir le verre à moitié plein. Voilà, ça sera… Okay. Nous, on va aller à la plage. Hein. Voilà, ça va, toi. Nous aussi, on va à la plage, hein, mais derrière la télé. Oui, avec la doudoune. Non, mais nous, elle est bonne, l'eau, hein, c'est bon. Bonne soirée à tous, en tout cas. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, bonne soirée.